Alors bonjour à tous et merci de nous avoir rejoints lors de ce webinaire que nous avons nommé Les données numériques en santé, quels enjeux éthiques? Finalement, ce webinaire fait suite à la série de webinaires que nous avons proposés qui étaient consacrés aux limites de notre système de santé quant aux difficultés croissantes d'accès aux soins. Alors que notre système de santé en tension cherche des solutions afin de limiter les effets de la désertification médicale sur la prise en charge des patients, le numérique en santé s'impose comme une solution majeure. Et donc, nous avons pu déjà réfléchir, lors d'un précédent webinaire qui se nommait La e-santé, la solution pour faciliter l'accès aux soins, aux enjeux de la prise en charge médicale via les outils numériques. Son usage sous-entend la création de données numériques qui sont ensuite stockées, partagées et traitées. Finalement, quelle valeur éthique pour ces données? Comment sécuriser ces données sensibles et éviter la dégradation de la prise en charge des patients causée par les vols de données? Comment préserver également le secret médical tout en partageant les informations utiles au suivi du patient? Existe-t-il une réflexion éthique autour des professionnels de santé qui refusent le numérique dans leur pratique? Et enfin, qu'en est-il de l'empreinte carbone du stockage des données en santé? Alors, pour répondre à toutes ces questions, j'ai le plaisir d'accueillir pour ce webinaire 3 intervenants que sont Jérôme Béranger, qui est docteur en éthique du numérique, chercheur associé au CERPOP, bioéthique à l'INSERM de l'Université de Toulouse 3, expert éthique et intelligence artificielle pour l'Institut Europia. Cédric Duboudin, qui est directeur de l'innovation et de la stratégie à l'Agence régionale de santé de Bourgogne-Franche-Comté, et Laurent Néjon, qui est conférencier et membre du domaine conférence nationale thématique numérique, l'association The Shifters à Besançon. Et pour animer ce webinaire, j'ai le plaisir de laisser la main à ma collègue Marie-Elisabeth Maugan, qui est chargée de la mission documentation à l'espace de réflexion éthique Bourgogne-Franche-Comté et qui nous avait rédigé une fiche doc éthique que vous pouvez retrouver également sur notre site internet sur justement le numérique en santé. Alors, ce webinaire se veut interactif, donc vous pourrez poser toutes vos questions via l'onglet Q&R qui est présent en bas de votre écran. Et donc, pour commencer, je vais laisser donc la parole à Marie-Elisabeth. Bonjour à tous, merci Cécile pour cette introduction. Alors effectivement, je suis chargée de la mission documentation et dans mon travail, je rédige des docs éthiques qui permettent d'aborder des thématiques en éthique peu abordées ou d'actualité. La e-santé est sortie l'année dernière, en décembre 2023, et nous avions souhaité traiter ce sujet puisqu'il faisait partie, comme disait Cécile, des réponses majeures envisagées à la désertification médicale notamment et aux problématiques d'accès aux soins que nous rencontrons actuellement sur le territoire français. Euh, Nous avions fait donc un premier webinaire sur une partie de cette doc éthique et aujourd'hui, nous nous intéressons spécifiquement aux données générées par ce numérique en santé. Alors, juste une toute petite définition pour redémarrer. La e-santé, donc le numérique en santé, est défini par l'OMS comme l'utilisation des outils de production, de transmission, de gestion et de partage d'informations numérisées au bénéfice des pratiques tant médicales que médico-sociales. Alors, tout de suite, je vais passer la parole à notre premier intervenant, Monsieur Cédric Duboudin. Vous êtes directeur de l'innovation en santé à l'ARS Bourgogne-Franche-Comté. Vous êtes acteur majeur du développement de la santé numérique sur notre territoire régional avec la plateforme ITIX. Cette plateforme met à disposition des professionnels du territoire un outil numérique de suivi des parcours spécialisé, gratuit et sécurisé pour soutenir les prises en charge des patients. Fort d'une dizaine d'années d'expérience, vous nous partagez aujourd'hui vos réflexions autour de la santé numérique et des datas qui sont générées. Bonjour à tous, merci. Alors oui, il y a la plateforme ITIX, il y en a d'autres également qui sont portées au niveau régional et en particulier aussi une plateforme de télémédecine et de téléexpertise qui a été préalablement évoquée également comme ces outils qui permettent justement de faciliter l'accès aux soins. Peut-être le premier point, on voit bien qu'aujourd'hui, enfin jusqu'à présent,
le numérique en santé était perçu comme la question de l'usage ou du mésusage, et puis que de plus en plus, on commence à s'interroger sur l'éthique du non-usage, c'est-à-dire en quoi le non-usage du numérique peut être une perte de chance pour le patient. Et quand justement on travaille sur les logiques de téléexpertise à distance et en quoi elles permettent de raccourcir considérablement pour le patient, surtout dans notre contexte avec une densité médicale en médecins spécialistes dans notre région qui peut être parfois difficile, faible, on va dire, ou plus faible que sur d'autres territoires, en particulier sur les zones plus rurales, bien évidemment. En quoi donc justement l'usage de ce numérique permet de raccourcir considérablement le temps entre la première consulte et le diagnostic, et donc être un gain de chance considérable pour le patient. De la même manière, je pense que sur l'usage de la data issue du numérique, on va être dans la même situation. C'est-à-dire que certes, il faut s'interroger sur le mésusage, mais il faut vraiment aussi s'interroger sur le non-usage et en quoi le non-usage peut aussi être évidemment non éthique parce que signe d'une perte de chance pour le patient ou pour la santé publique. Euh, Deuxième petit point, la donnée est évidemment, dans le domaine de la santé comme dans tous les autres domaines, consubstantielle au numérique. À la fois parce qu'un système numérique, par définition, génère de la donnée en lui-même, des horodatage, des présences de, etc., mais aussi par, évidemment, la collecte de données qui est faite soit pour pouvoir utiliser un système, soit en lien avec l'usage de ce système. Donc, la donnée est consubstantielle au numérique. En revanche, euh, le numérique amène à poser des questions qui, en fait, pour certaines, sont indépendantes du numérique. C'est-à-dire que le numérique pousse à poser des questions. La question, par exemple, du partage, la question du consentement, la question du secret médical, sont des questions qui sont bien indépendantes du numérique en soi. Le numérique pousse même parfois à se poser des questions qu'on ne se pose pas du tout. C'est-à-dire que certaines informations se partagent entre les professionnels de santé, à l'oral ou sous forme papier. Bon, ça soulève pas la question. Dès qu'on met le numérique, alors là, tout de suite, la question est posée. Donc, en fait, le numérique rend explicite un certain nombre de questions qui, pour certaines, sont indépendantes en soi du numérique. Et vraiment, la question de la confidentialité et du secret médical, c'est la même chose qu'on soit sur un partage oral ou qu'on soit sur un partage numérique. Pour autant, on voit bien que dans la tête des gens, ça n'a pas tout à fait le même sens, comme si ce qui était dit à l'oral, bon, voilà, ça n'avait pas de, ça ne restait pas, et donc, et on sait bien d'ailleurs dans la pratique que se partage beaucoup plus d'informations à l'oral que ne peuvent se partager évidemment au niveau du numérique. Euh, on va d'ailleurs on va pas parler de data si on n'est pas dans le domaine du numérique. Pour autant, les informations peuvent être les mêmes. On peut recueillir les mêmes informations sur des dossiers papier. En revanche, il y a une différence. Il y a une différence et on voit bien que le numérique, le fait que les informations soient saisies en numérique par rapport à une saisie papier va induire des différences. Alors, première différence dans la facilité du partage, euh, peut-être également dans les risques liés au fait que des personnes malveillantes, par exemple, accèdent à des informations. C'est vrai que un dossier papier dans un tiroir, voilà, ça limite, mais ça n'empêche pas pour autant. Euh, L'usage également de cette donnée va être modifié parce qu'on voit bien que le numérique permet de faciliter par du stockage, par de la standardisation, euh, permet
à la fois d'avoir une vision qui concerne le patient, mais en même temps d'agréger les données de plusieurs patients et donc d'avoir une vision collective. Et ça, on va y revenir. Donc on voit bien que le numérique change un certain nombre de choses, évidemment par rapport au non numérique, soulève de nouvelles questions, et donc soulève la question d'un consentement qui est rarement demandé si on est sur un recueil papier. Consentement du patient, et là se pose évidemment la question, voilà, du consentement éclairé, ce qui n'est pas simple. Hem, Est-ce que d'ailleurs, quand on est sur le consentement du patient, c'est toujours pas mal d'ambiguïté. Est-ce que on est sur un consentement au stockage des données, à l'hébergement des données? Autrement dit, le fait qu'effectivement elles sont, stockées pendant une certaine durée dans un système, auquel différentes personnes dans le temps peuvent accéder. Est-ce que c'est le consentement au partage? Est-ce que c'est, le consentement, je dirais même à la coordination des professionnels? Enfin, ces questions sont pas du tout si simples. Il y a la loi d'un côté, mais en même temps, il y a des pratiques de l'autre, et il y a, la manière dont les professionnels, avec les patients, vont, d'une certaine manière, évoquer ces situations. Je reviens sur un point, donc qu'est-ce qu'apporte, on va dire, le numérique dans la data? Même si on a dit que la data est «consubstantielle» entre guillemets au numérique. Forcément, ça facilite, et c'est en particulier le cas, de projets comme, eTICS, mais de projets aussi comme Mon Espace Santé. Ça facilite le partage en temps réel d'informations concernant le patient, par l'ensemble, des, professionnels du cercle de soins de ce patient, et qui ont le droit d'accéder, avec tout ce que ça signifie évidemment et que ça soulève comme question. Qui peut accéder à quelle information? Avec, au-delà des questions, purement de sécurité, hein, pour éviter bien évidemment les accès malveillants, ça amène à des questions quand même de matrice d'autorisation, qui est que, bah, telle information peut être accessible à tel professionnel. Et comme je le disais, on se rend compte souvent que, finalement, ces matrices sont élaborés dans le respect de la loi, dans le respect de pratiques, mais en fait, bah, elles sont peut-être, plus restreintes que ce qui se passe dans la vraie vie, dans les échanges, on va dire, parfois à l'oral. Et ça, on s'en est rendu compte, assez rapidement, et d'ailleurs, en général, ces matrices ont tendance à évoluer plutôt dans le sens d'une logique de plus grande ouverture, et de matrices donc qui permettent plus, d'échanges. Et puis, toutes ces questions, évidemment, dans le partage, amènent aussi à des questions de comment on peut rentrer dans le dossier d'un patient. Et là, il y a évidemment, la question d'éthique. Un professionnel ne peut pas rentrer dans le dossier d'un patient qui n'est pas, enfin, qui n'est pas son patient. Mais ça fait aussi appel, alors soit à des règles, très strict, qui fait qu'on empêche complètement, le professionnel de rentrer dans le dossier d'un patient. C'est-à-dire qu'il ne peut pas, il faut montrer patte blanche, il faut qu'il ait été quelque part invité initialement, soit des processus où le professionnel peut rentrer dans le dossier d'un patient, mais quelque part, il y a, entre guillemets, «la police» qui vérifie que, il a bien le droit a posteriori. Donc il y a plusieurs, en fonction des, savoir si on est sur un système hospitalier, si on est sur Mon Espace Santé, et cetera. Il y a plusieurs, manières, d'approcher cette question. Mais en tout cas, on est bien, le premier point, le numérique, c'est faciliter le partage, donc la bonne information, concernant le patient par l'ensemble des personnes qui doivent prendre en charge ce patient, y compris, dans des situations d'urgence, par exemple, où, si un patient arrive aux urgences et qu'il y a aucune information qui peut être donnée, eh bien, il y a cette donnée, au travers, par exemple, de Mon Espace Santé, qui est accessible par les professionnels des urgences, et ça, c'est extrêmement, extrêmement important. Et on voit là justement ce que j'évoquais au tout début, c'est en quoi le non-usage de la data peut être,
on va dire, une prise de risque pour le patient, alors que l'usage de la data peut être un facteur si ce patient a des allergies, je ne sais pas, un médicament, un antibiotique par exemple, d'avoir cette information ou quels sont les antécédents du patient dans une prise en charge en urgence. Le deuxième aspect, c'est que ce numérique, parce que j'évoquais à la fois donc cette logique de facilitation de la standardisation, même si c'est pas toujours si simple, mais on pourra y revenir, et d'agrégation, permet un usage de la donnée sur un ensemble de patients ou d'usagers, si on parle plutôt du côté, médico-social et donc d'avoir un usage sur le collectif et c'est un facteur alors 2 exemples comme ça, à la fois sur l'amélioration de la qualité des pratiques, bien évidemment, donc là, on voit bien le gain, immédiat et là aussi, une éthique de l'usage, ou du non-usage par rapport à ça et puis, 2e aspect, si on rentre, par exemple, dans des démarches qu'on appelle de responsabilité populationnelle, où l'idée, c'est d'avoir, une vue sur un ensemble, sur toute une population et voir comment on améliore les, indicateurs de santé publique sur un collectif, une patientèle ou une population, identifiée. Puis évidemment, le dernier aspect, c'est, l'usage de la donnée en santé dans le domaine de la recherche, évidemment pour, on va dire, améliorer la santé publique. Alors, tout ça, c'est, on va dire, du côté clair, mais il peut y avoir le côté obscur et on sait bien qu'un certain nombre d'acteurs, heu, qui mettent à disposition des outils numériques, peuvent se rémunérer sur la donnée d'une certaine manière. Donc avoir un usage de la donnée qui sort d'un cadre, Heu, on va dire que ce que je viens d'évoquer, mais qui rentre plus dans un cadre commercial, vente de la donnée, avec derrière évidemment des logiques, je ne vais pas dire malveillantes, hein, mais en tout cas d'usage, commercial à des fins, particulières de la donnée, alors qui peut être de la recherche, au travers de labos pharmaceutiques, qui peut être voilà, mais en tout cas ça pose évidemment, cette question, et comme on le dit, souvent quand le produit est gratuit, c'est que c'est nous qui sommes le produit, c'est-à-dire que c'est nos données, qui sont, l'objet, d'une démarche, commerciale. Les frontières sont pas forcément toujours si simples, donc il n'y a pas de réponse, voilà, univoque, mais clairement, c'est un sujet majeur et je pense que, les présentations suivantes aborderont aussi ce point. Dans tous les cas, évidemment, la transparence et la responsabilité, doit être de mise. C'est-à-dire que, tout système d'information, quelque part, il doit y avoir une transparence sur l'usage qui peut être fait des données, tant dans une démarche, comme je l'évoquais, individuelle pour le patient, dans son suivi, dans sa prise en charge, pour une vision plus, collective et puis pour une vision plus, évidemment, recherche. Voilà, donc je ne sais pas si j'ai répondu à toutes les questions, mais ça peut permettre de poser des questions et de poursuivre cet échange. Merci Monsieur Duboudin, vous avez plus que tenu, votre temps. Vous avez même fini en avance, ce qui est plutôt rare pour, les intervenants. Félicitations. J'en profite du coup, comme on a encore 5 minutes pour nous. J'ai déjà une petite question pour vous. On pourrait croire, à vous écouter, que, vous accusez ceux qui refuseraient l'usage du numérique dans leurs pratiques soignantes de ne pas vouloir le meilleur thérapeutique pour leurs patients. Ce qui n'est évidemment pas ce que vous sous-entendez. En réalité, vous interrogez l'intégration, les innovations existantes, hem, heu, pour, servir un bien transversal à tous les acteurs du soin, voilà, sur des problématiques, thérapeutiques.
Oui, alors je prends on va dire parfois un peu le contre-pied, effectivement, parce que il y a un schéma qui est numérique égale risque, égale dérive, égale question éthique. Non, la plupart des questions, je pense que le numérique rend explicite tout un certain nombre de questions, mais qui sont préexistantes pour la plupart. Hem et par exemple, je prends juste un cas, un cas un peu illustratif. Hem, Quand on a commencé à mettre en place le projet ITIX, on s'est rendu compte que, les professionnels étaient pas très à l'aise, par rapport au fait de saisir de l'information et de compléter de l'information dans un dossier partagé. Le fait même que le dossier soit partagé, autrement dit que d'autres pouvaient lire, voire même que le patient, peut-être sous forme d'extraction et cetera, puisse lire, amenait ces informations, amenait à se réinterroger et à modifier ce qu'il, souhaitait écrire. Autrement dit, quand on était sur un dossier un peu papier, il ne se posait pas trop la question de, ce qui était écrit sur le patient. Il se pose la question quand on est sur le numérique, parce qu'il y a tout de suite cette idée potentiellement de partage, de requête, de durée dans le temps et cetera. Pour autant, ce qui est dit concernant le patient, quelque part, ça devrait être un peu indépendant de savoir si on l'écrit sur du numérique ou sur du papier. Donc il y a aussi une éthique sur qu'est-ce qu'on met comme information concernant le patient, comment on les écrit ces informations, comment on les rédige, comment on les présente, voilà. Et là encore, le numérique révèle cette question, qui est préexistante d'une certaine manière. Merci beaucoup. Alors, je vais proposer tout de suite que nous passions à notre deuxième intervenant, Jérôme Béranger. Euh, Vous êtes économiste de la santé, docteur et chercheur en éthique du digital et conférencier, directeur de la société Hidalgo, spécialisée dans la data science et l'éthique au service de la transformation numérique des entreprises. Vos recherches sont centrées sur l'approche éthique et sociétale de la révolution digitale. Vous avez également publié sur l'intelligence artificielle. Nous aimerions que vous nous partagiez vos réflexions éthiques autour de la génération des données en santé. Oui, bonjour. Donc je vous remercie de m'accueillir et de me donner la parole sur ces sujets-là. Donc Jérôme Béranger, moi je suis le responsable de la société Good Algo et chercheur associé à l'INSERM. L'idée vraiment de ces 20 minutes, c'est de vous faire une description et une présentation sur tout ce qui est la gouvernance éthique autour de la donnée numérique, notamment dans le secteur de la médecine, et voir quels sont les impacts et les bonnes pratiques autour de ça, que ce soit pour les professionnels de santé comme pour les usagers de santé finalement. Alors, déjà, pour commencer, on le voit bien depuis maintenant une dizaine d'années, on est vraiment dans une numérisation de la société qui est, on peut le considérer comme un virage de révolution numérique, peut-être plus d'un usage, usage technologique qui se déploie d'un point de vue collectif et non pas individuel. Donc, comme vous le voyez sur les slides suivantes, on s'aperçoit finalement que les regards humains ont été remplacés progressivement par des interfaces artificielles. Donc là, c'était une photo prise pour le passage de l'heure de la nouvelle année, en fait, le 1er janvier. On le voit que c'était sur les Champs-Élysées. Et on peut aussi se poser des questions. On voit que est-ce que ce sont les machines qui se rapprochent de plus en plus ou qui s'humanisent, je ne sais pas, ou est-ce que c'est les humains qui se déshumanisent? Là est la question finalement de rapport, ce qu'on appelle la cobotique, c'est le rapport entre les machines et les hommes finalement, et où on met cette distance et cette frontière entre les deux qui est de plus en plus floue, et tous les approches et les défis, les enjeux et les risques éthiques qui sont forcément associés à cette numérisation de la société dans tous les secteurs d'activité, pas uniquement que dans la médecine.
Et bien sûr, quand on parle de numérisation, on parle forcément d'une datafication de la société. Pour prendre un exemple, le volume des données chaque année augmente de manière exponentielle. En 2010, il y avait 2 trillions de gigaoctets. Et là, en 2023, ça a été multiplié par 60. Donc, c'est vrai qu'on est vraiment dans un tsunami de data. Il y a plus de 100 milliards d'objets connectés dans le monde. Donc, forcément, tout se plateformise, tout se digitalise par les objets connectés, par les systèmes d'information, notamment incluant de l'IA. Depuis un an, il y a un peu une émergence autour de ChatGPT, forcément des IA génératives, où là, on est vraiment dans une révolution d'usage technologique. Ce qu'on peut s'apercevoir aussi en chiffres, ce que l'humanité a produit en 2000 ans d'existence, la société actuellement, en un jour et demi, fait autant de production et génère autant qu'en 2000 ans d'existence. Donc, c'est colossal. Alors, bien sûr, autour de ça, et je ferai un focus sur l'intelligence artificielle parce que c'est vraiment la nouvelle technologie qui a un peu le vent en poupe et qui a surtout démultiplié les applications. Moi, je considère qu'il y a autant de définitions que d'experts presque sur l'IA. Faut comprendre que l'intelligence est déjà un faux ami parce que est-ce que c'est intelligent ou pas? Il faut savoir que la première fois c'était en 1956 lors d'une conférence à Dortmund, que un premier spécialiste étranger avait parlé de notion d'intelligence artificielle. Il était anglophone et le mot intelligence en anglais, ça veut dire relier l'information. Ça ne veut pas dire intelligence comme en France ou en Europe. Et donc, du coup, il y a eu déjà une ambiguïté à ce niveau-là. Donc, moi, je considère l'IA, d'un point de vue une définition générique, que c'est vraiment développer des programmes algorithmiques, informatiques, et capables d'imiter l'intelligence humaine ou par mimétisme reproduire des comportements qui peuvent se décliner pour mieux expliquer, choisir, prédire, anticiper, générer et même prendre des décisions. C'est un peu à quoi sert finalement l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, l'IA, elle est multiforme, multitâche. Il y a des IA qui sont de différentes familles, que ce soit du machine learning, du deep learning, du natural language processing, de la robotique, des systèmes experts, de l'IoT, c'est-à-dire les objets connectés. Et en fait, on s'aperçoit que son terrain de jeu, qui reste toujours les chiffres et les 1 et 0, qui est assez binaire, ça peut être appliqué, que ce soit pour de la reconnaissance d'images, mais aussi sur de la traduction automatique, sur mieux classer le clustering des datas, meilleure extraction, une reconnaissance vocale d'images, textuelles. Et c'est tout ça qui fait finalement, et même des analyses prédictives qui font tout le succès, on va dire, et l'intérêt et les espoirs autour de l'intelligence artificielle. Alors là, depuis un an, personne n'y échappe. On est vraiment dans l'effervescence autour des IA génératives. Pour donner un exemple, comme quoi on est dans quelque chose de très disruptif finalement, c'est ce niveau d'adhésion. C'est-à-dire que quand on regarde, pourtant Netflix, Airbnb, qui étaient à l'époque, il y a quelques années, quand même des entreprises assez disruptives, il aura fallu 3 ans et demi à 2 ans et demi pour Netflix et Airbnb pour atteindre 1 million d'utilisateurs. ChatGPT, c'est 5 jours. Donc là, on voit qu'on n'est plus du tout dans la même dimension et l'accélération, elle est fantastique et incroyable. Et l'adhésion surtout. Et parce que pour la première fois, on propose finalement à des non-initiés, à des non-professionnels, d'un point de vue totalement ludique et en 2 clics, l'utilisation et l'usage de l'IA générative, donc des applications d'IA. Et ça entraîne forcément des prises de conscience et des interpellations, des conséquences à toutes les sphères, que ce soit dans le monde de la formation, de l'éducation en tant qu'étudiant, mais aussi dans les professionnels de santé, les usagers lambda, et dans tous les secteurs d'activité sont impactés directement ou indirectement par les IA génératives. Alors,
Bien sûr, ChatGPT, c'est un peu la locomotive, le fer de lance ces IA génératives. C'est plus de 170 000 milliards de paramètres en base de données. C'est colossal et c'est plus de 100 millions d'utilisateurs mensuels. Ça correspond à 50 millions de livres. Vous imaginez le volume que c'est. Donc c'est vraiment un système d'information incluant de l'IA qui est de type machine learning et qui est en apprentissage de renforcement supervisé où on a quand même derrière des personnes, des humains, souvent des Africains, des Indiens, donc ça a été créé comme un peu des esclaves de l'époque moderne, on va dire, qui étiquettent finalement les différentes datas et donc derrière ça, il y a de l'humain, mais ça reste toujours quand même un système de probabilité, de statistiques là-dedans. Alors bien sûr, quand on parle d'IA, la performance aussi de l'IA, forcément, elle vient aussi forcément des datas qui alimentent cette IA. Et donc, on peut observer différentes natures de data. Il y a la data qui sont dites non structurées, qui vient notamment des réseaux sociaux, de tout ce qui est les objets connectés, les appareils photo, les vidéos, etc., les plateformes. Et ça, c'est des données qui sont non structurées. Les données qui sont dites structurées, c'est les données à base relationnelle qu'on retrouve forcément surtout dans tout ce qui est aussi les entreprises ou les outils d'ordinateur, pour que ça soit sur les fichiers CSV, qui sont les fichiers dits universels de sémantique, mais aussi les tableurs Excel, SQL, etc. Et puis, il y a les données dites semi-structurées, qui sont un peu à mi-chemin entre les deux. Et là, c'est plutôt des formats assez spécifiques de nos SQL, XML ou JSON, qui sont vraiment les prototypes de ces données dites semi-structurées. Alors, moi, par rapport à l'entreprise, à mon expertise, notamment avec Goodalgo, quand on va chez les entreprises pour leur demander, quand ils nous demandent aidez-nous à valoriser, à apporter une gouvernance de la data au sein de notre structure, que ce soit dans le domaine de la santé ou dans d'autres secteurs comme la finance, l'assurance, les RH, etc. Eh ben, il y a quelques questions assez majeures qu'on leur pose, c'est où se trouvent déjà les données de votre entreprise. Est-ce qu'elles sont collectées, exploitées, comment, sous quel format, quel est le potentiel, est-ce qu'elles sont référentes, est-ce qu'elles sont représentatives de votre secteur d'activité, est-ce que vos différents employés ou collaborateurs qui utilisent ces jeux de données, est-ce qu'ils sont bien formés, acculturés pour valoriser la donnée numérique, et est-ce que vous avez finalement réfléchi à toute une stratégie, à une politique autour de la gouvernance de la data. On parle souvent de ce processus de data driven, donc autour de la pilotage des données. Ça, c'est quelque chose qui revient assez souvent. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on fait, les entreprises demandent, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ces données? On a plein de données, on sait que c'est un gisement de richesse qu'on n'a pas trop exploité. Et derrière, eh ben, quels sont les leviers à mettre en place? Que ce soit en termes de compétences data, en termes de la stratégie, de la politique, de la gouvernance de la data, mais aussi en termes d'acculturation, de gouvernance et la potentialité de tels jeux de données. C'est tout un ensemble finalement d'actions et de leviers à mettre en place. Et souvent, ça impacte forcément les corps de métier, l'organigramme, la communication interne, externe, même le juridique forcément, et même les RH, la formation en continu là-dessus. Et on s'aperçoit que la data et le contexte est hyper important. Je prends pour exemple, c'est vrai, un client qui était dans les assurances, un grand groupe d'assurances, me disait, je ne comprends pas, on a voulu développer tout ce qui est la data science au sein de notre entreprise pour améliorer les processus, les rendre plus performants, plus productifs. Et donc, du coup, j'ai recruté deux jeunes data analystes, data scientists qui sortaient de l'école pour nous développer des outils et mieux analyser, interpréter et développer cette numérisation de nos données. Et ils nous conçoivent des outils et des applications qui ne sont pas du tout pertinents pour notre contexte. Et je leur ai dit, oui, le problème, c'est que vous avez fait
les choses à l'envers. C'est-à-dire que c'est plus pertinent et plus efficace d'aller envoyer à un collaborateur qui a déjà 5 à 10 ans d'ancienneté ou même un peu moins, mais qui connaît bien le contexte et l'écosystème de tel ou tel marché, que ce soit dans la médecine, que ce soit dans l'assurance ou autre, et vous leur faites faire une formation en alternance sur la data science, pour qu'il acquiert vraiment des outils de data science, et après, il revient en entreprise et là, il peut mettre à contribution et en application les nouveaux outils qu'il a et les nouvelles démarches et approches qu'il a été formé. Et là, par contre, il a gardé cette vision de contexte et il peut mettre en application des outils. Faut toujours, mais l'inverse ne marche pas forcément. C'est ça qu'il faut prendre en compte, c'est l'importance de la compréhension de l'écosystème, de la data, de l'entreprise ou du secteur. C'est déterminant parce que des outils finalement de data science, ça peut être assez générique, mais la compréhension, ça s'acquiert par le métier de travailler dans un tel ou tel domaine. Et donc, du coup, si vous voulez, c'est cette approche de data-driven qui est une approche à prendre pour les décisions stratégiques où on va analyser et interpréter vraiment des données numériques pour vraiment un meilleur pilotage de la data. Alors, ça peut se définir déjà, il faut définir des objectifs mesurables autour des données numériques, avoir un angle de vue global de l'entreprise, avoir une bonne compréhension du contexte, de l'écosystème, des besoins des professionnels en entreprise et des attentes du potentiel client. Ça, c'est déterminant. Visualiser l'avenir à moyen terme et après, il faut fiabiliser finalement des indicateurs de suivi et pour mieux poser les bonnes questions et être plus réactif au contexte parce que c'est l'intérêt du numérique, c'est être interactif et être flexible et évoluer en même temps que les activités et que les attentes du marché. Donc ça, c'est déterminant, comme une modélisation. Après, en termes de data, on peut réfléchir à aussi quelles sont les données qui sont les plus pertinentes, comme faire une sélection hiérarchique de la data. Donc, il y a tout un secteur qui se développe en termes d'un nouveau métier, en termes de qualité et de génération de la data. Ça ne sert à rien d'utiliser des données qui sont pas utilisées et qui finalement ne sont pas pertinentes. Ça peut plus créer du flou et même des biais finalement que chose. Donc, il vaut mieux avoir un peu moins de data, mais qu'elle soit de qualité. Donc, on va regarder différents critères, que ce soit la précision, le côté accessible ou pas, le côté sécuritaire, bien sûr, pertinent, interprétable, est-ce qu'elles sont objectives, compréhensibles, rapides à obtenir. Et à partir de toutes ces trames de données, eh ben, on peut avoir un projet, une solution digitale qui est alimentée par des données hyper performantes, pertinentes, intègres et qui permet d'éviter des biais en données de sortie si les données d'entrée sont déjà bien vérifiées et validées, on va dire. Alors, bien sûr, les questions autour de la data qui reviennent souvent chez nos clients, ça va être, ou même par des structures, même en santé, c'est dire, est-ce que je suis vraiment propriétaire de la data? Est-ce que c'est l'usager, le patient? Est-ce que c'est le professionnel dès qu'il génère de la data à partir des outils et des systèmes d'information, qui inclut de l'IA ou pas? Est-ce qu'il y a un contrôle réel finalement de l'utilisateur? Est-ce que j'ai le droit de revendre ou de réutiliser ces datas pour une autre finalité donnée ou pas? Comment je la maîtrise? C'est quoi le cadre réglementaire autour de ça? Combien de temps je peux les stocker à l'hôpital ou dans un cabinet libéral? Donc tout ça, c'est bien stipulé dans des cadres réglementaires, dans des règlements européens. Et qu'est-ce que je fais finalement de cette data? Alors bien sûr, ce qui revient souvent, c'est de se dire, quand on sait finalement développer une vraie culture numérique qui peut, avec différents axes, qu'elle soit en termes de fiabilité, c'est-à-dire avoir un point de vigilance sur la sécurité, sur la gestion des risques, sur la protection de la data, une ouverture, c'est-à-dire qui a accès à la donnée, est-ce qu'elle est fluide, c'est quoi le réseau de connectivité, comment je la partage, je l'échange.
Est-ce que ça crée vraiment de la valeur? Est-ce qu'elle est transversale? Ça, c'est plutôt en termes de connaissances. En termes d'agilité, on se pose la question de dire est-ce que les process que je mets autour des systèmes experts qui vont utiliser ces datas, est-ce qu'elle est flexible? Est-ce que ça ne va pas imposer quelque chose à une organisation, donc pas faire une adhésion? Ou alors il faut justement que ça soit flexible et qu'elle s'imbrique dans une organisation déjà en place pour finalement, avec son usage, avec le temps, faire modifier les organisations. Si ça va dans l'autre sens, il n'y a pas d'adhésion et il y aura une lente conduite des changements. Ainsi de suite, les termes de responsabilité sont déterminantes. Quelles sont les responsabilités, notamment dans la médecine? Est-ce que le médecin qui va utiliser un système expert, est-ce qu'il y aura une dilution de la responsabilité, ou est-ce qu'au bout du bout, c'est toujours le médecin qui va être responsable du mauvais diagnostic? Ça, c'est des questions qui se posent. La réglementation n'a pas vraiment acté véritablement, même si actuellement, c'est toujours le médecin qui est responsable. S'il n'y a pas d'intervention humaine, et là, c'est un éditeur qui fait la réponse, là, par contre, ça peut être attribué à l'entreprise. Mais on peut très bien s'imaginer, comme le médecin a un devoir de moyens et d'information, mais pas de résultats, que, admettons que chaque médecin généraliste ou médecin d'une certaine spécialité devient comme un bien commun de dire maintenant il va falloir qu'ils utilisent en parallèle un système expert d'aide à la décision. On peut très bien imaginer qu'à moyen terme, le patient qui ne fait pas sa consultation avec un médecin dit augmenté, avec un médecin qui est réfractaire, qui ne veut pas utiliser de l'IA, se disent attendez, moi, vous ne m'avez pas donné le bon diagnostic, vous avez votre devoir de moyens là-dessus, il n'a pas été réalisé, je porte plainte pour ça. Enfin, on peut aller plus loin dans la déviance de ça. Alors, malheureusement, on n'a pas trop de temps et on n'a que 20 minutes pour échanger ensemble. Mais du coup, voilà, les différents projets d'IA, pour terminer, ils sont multiples. Il y a les objectifs et les contextes. Ça, c'est ce que je vous ai dit. Toute une partie plutôt data management, où on va sur la qualité de la data, sur les antécédents, etc., le processus, le circuit de la data, et les études de data science qui entraînent aussi des équipes transversales. L'intérêt, ce n'est pas de travailler en silo, mais en transversabilité, sinon ça ne marche pas. Donc, il y a des métiers de compréhension des problèmes, de préparation de la data, qui sont en termes de data science, qui se développent de plus en plus. Et donc, ça apporte forcément des nouvelles formations initiales et continues qu'il faut enrichir les équipes et les structures là-dessus. Alors, je ne vais pas tout détailler pour finir, mais il y a différentes applications. Si on fait un focus sur les IA génératives et notamment de type LLM, c'est-à-dire qui vont générer notamment du texte, on peut le faire par différentes grandes filières de la santé. On peut voir des applications qui sont en train de se développer considérablement. Donc, en termes de diagnostic et soins, ça peut aider à la gestion des cas complexes, notamment pour les examens de diagnostic de routine. Ça peut rédiger des comptes rendus médicaux. Moi, j'en connais certains médecins qui commencent déjà à travailler là-dessus, avec une supervision humaine et forcément une garantie pour s'assurer que le résultat est pertinent et qu'ils font des ajustements. Mais c'est quelque chose qui s'appuie de plus en plus. Améliorer la qualité, la rapidité des analyses médicales, ça c'est quelque chose, c'est son terrain de jeu qui peut amener aussi à développer. Alors, je ne vais pas tous les détailler, mais en relation des professionnels de santé, ça peut être un assistant virtuel de santé ou une meilleure inscription pour les essais cliniques. Pour les organisations d'établissements de santé, ça peut aider tout ce qui est les formalités administratives, de documentation, rédiger les comptes rendus d'hospitalisation, des RCP. Ça, c'est quelque chose qui commence à se déployer. Pour la formation médicale, ça peut être produire des contenus pédagogiques personnalisés par texte dynamique. Ça peut être des simulations de cas cliniques réalistes pour tel ou tel apprentissage interactif. Pour la recherche scientifique, on peut utiliser les IA génératives pour des relecteurs scientifiques, pour optimiser les molécules existantes, pour concevoir des médicaments totalement nouveaux, qui fait gagner énormément de temps. Donc, comme vous le voyez, souvent les différents cas d'usage
eh ben, on peut avoir des notions des niveaux de maturité des cas d'usage qui sont plus ou moins développés et d'autres qui sont vraiment au tout début. Tout ce qui est en prévention et dépistage, on est généralement dans un niveau intermédiaire de maturité, que ce soit pour la prévention de cancer, détection des épidémies. Par contre, tout ce qui est dans le diagnostic et le suivi, notamment le diagnostic médicaux augmenté, et là, on voit qu'on est déjà dans un niveau très avancé, comme la télésurveillance, avec de la médecine et la télésurveillance dite intelligente. Par contre, la médecine de précision, on est encore au tout début. En termes de dépistage, de pilotage des organisations, alors je suis désolé, il y a un peu de bruit en ce moment derrière. C'est tout ce qui est l'approvisionnement, l'optimisation du temps, les déserts médicaux qui là sont assez développés dans ce niveau. Donc, ça pose plein de questions qu'on n'aura forcément pas le temps de traiter aujourd'hui, mais peut-être vous aurez des questions sur le consentement libre éclairé, la formation, sur tout ce qui est le respect dans la dimension humaine, parce que derrière tous ces pixels, il y a des êtres humains. Et donc, ça pose des questions de pertinence scientifique, de discrimination, etc. Alors, pour finir, pour rester dans les temps, les attentes des professionnels qui reviennent assez souvent, c'est comment on va intégrer et adapter ces systèmes d'information, incluant notamment d'IA, dans ma pratique quotidienne. Comment je vais être formé, accompagné? Est-ce que c'est dans un cadre réglementaire? Est-ce qu'il y a une clarification de la gouvernance? Il faut que ces applications elles soient simples, efficaces et utiles pour pas non plus trop déstabiliser une organisation, que ça ne soit pas une usine à gaz. Sinon, ça n'a pas un grand intérêt. Alors, l'important finalement pour encadrer cette médecine numérique, c'est de renforcer encore plus la connaissance du patient, anticiper les besoins, ses craintes, ses inquiétudes, avoir vraiment une collaboration interdisciplinaire, ça c'est fondamental, et bien sûr une sécurisation de la data. Ce qui doit être créé, c'est cette acculturation, cette transformation du numérique, qui est encore assez récente pour certaines structures plus ou moins développées. C'est un moyen de distinguer l'humain de l'IA à un moment donné, qui peut avoir des phases de problématiques, plus ou moins d'ambiguïté. Et enfin, il faut atténuer tout ce qui est les tâches fastidieuses qui peuvent être faites, notamment administratives, là, ça peut être une vraie aide, mais ne pas travailler en silo organisationnel, parce que ça, c'est vraiment ce qui est totalement contre-productif, et travailler justement en transversalité. Et enfin, pour finir, j'ai envie de dire, la relation médecin-patient, qui était une dualité depuis l'Antiquité, elle est en train de se transformer en une triangulation médecin-patient, et le lien humain va devoir être réinventé ou être amplifié finalement, et qu'il y a un troisième acteur qui est le numérique, qu'il faut trouver son rapport de force entre l'usager de santé et le professionnel. Donc le dialogue doit être encore plus renforcé. Le savoir-faire médical, il ne faut pas qu'il soit être amené à disparaître, parce que si on remplace certaines tâches même médicales et cliniques par de l'IA, ça pose des questions sur les jeunes médecins qui vont être tout de suite habitués à travailler avec des nouvelles technologies et ne sauront même pas faire des gestes de détection de tumeurs, de traçabilité de tumeurs, qui les premiers internes de la génération d'avant savaient le faire et le faisaient manuellement. Donc il y a toute une réflexion là-dessus. Ne pas diluer la responsabilité médicale, ça c'est une évidence. Et que ce qui est important dans la médecine numérique, c'est qu'elle réponde à la fois aux attentes des patients, mais également aux exigences des professionnels de santé. L'un ne va pas sans l'autre. Pour cela, il faut que le numérique soit à la fois simple, utile, pertinent, flexible, hybride et applicable à une organisation déjà en place. Sinon, cela ne marche pas. C'est ce qui revient. Une formation pluridisciplinaire, encore plus de médecine numérique, en sensibilisation, en éducation, et de l'éthique appliquée au numérique. On prend un exemple pour finir, le code de déontologie médicale, plus de 60% des articles sont impactés de près et de loin ou directement par le numérique, et donc il y a tout un travail de réforme ou de réactualisation du code de déontologie, des droits et des devoirs des professionnels de santé, qu'il faut être amené à développer. Voilà, j'ai terminé pour ma session. S'il y a des questions, je suis disposé à y répondre. Alors, Monsieur Néjon,
Vous êtes directeur d'une entreprise numérique, mais surtout, vous êtes là aujourd'hui car vous faites partie des conférenciers des Shifters, association qui œuvre à la décarbonation de l'économie française. Nous savons aujourd'hui que le dérèglement climatique causé par l'activité humaine provoque un réchauffement rapide et dangereux pour notre santé. Alors même que nous cherchons des solutions pour notre système de santé à bout de souffle et que le numérique en santé apporte de grandes promesses, le stockage des données nécessaires à son utilisation participe massivement à la pollution environnementale. Comment optimiser et équilibrer la balance bénéfice-risque du numérique en santé? Bonjour à tous. Alors tout d'abord, merci à Marie-Elisabeth et Cécile de nous avoir invités et merci aussi de parler d'environnement quand on parle de data parce que c'est pas systématique et pour nous ça semble assez important. Je vais résumer deux conférences là qui durent en général plutôt 1h30, une conférence sur le numérique et une conférence sur la santé. Peut-être que je poserai plus de questions que j'apporterai de solutions, mais disons qu'on peut aller plus loin si vous le souhaitez. Je vais commencer par présenter le Shift et les Shifters. Donc, ce sont deux associations qui sont des associations sœurs. Donc, les Shifters, c'est une association de bénévoles, 22 000 personnes, un petit peu partout en France et un petit peu à l'étranger, en Suisse, en Belgique, au Canada, par exemple. Donc, c'est vraiment vraiment que des bénévoles, hein. L'idée, c'est de chercher à décarboner l'économie française à travers tout un tas d'actions comme de la veille juridique réglementaire, de la rédaction d'amendements, de la sensibilisation, c'est ce que je fais aujourd'hui, aux enjeux énergie-climat, mais également, avec le Shift notamment, on a rédigé un plan de décarbonation de la santé pour soigner durablement. Et on organise le 29 juin à Paris un congrès médical sur comment évolueront nos pratiques en 2050. Donc, vous voyez, les Shifters, c'est vraiment une association qui fait de tout, dans lequel on retrouve des ingénieurs, des médecins, des agriculteurs. Et donc, du coup, ça nous permet de vraiment indexer tous les sujets et tous les domaines d'activité dans un objectif de décarboner l'économie française. Voilà, toujours dans un objectif de proposer des solutions, non pas d'être limitant. Alors, aujourd'hui, je vais déjà commencer par expliquer pourquoi ça nous paraît important, quand on parle de santé, de parler également de l'angle environnemental. Et puis ensuite, on va voir quel est l'impact du numérique et de la santé, et de la e-santé notamment. Ensuite, quels sont les objectifs qu'on peut se donner et comment les atteindre. Alors, c'est vrai que quand on parle de santé, on peut se dire, mais pourquoi parler d'environnement? La santé, c'est important, donc il faut absolument qu'on fasse ce qu'il faut pour l'égalité de traitement des patients, enfin, etc. Mais en fait, quand on regarde cette image-là, par exemple, on voit des gens qui sont en train de planter un arbre. On pourrait se dire, bah, pour l'environnement, c'est bien, ils plantent des arbres. Okay. Mais on voit qu'il y a des outils quand même, hein, une pelle, par exemple. On suppose que cet arbre, il n'a pas été planté ici, et donc on l'a déplacé pour venir le planter. Donc, cette action-là, même si a priori elle a peut-être un impact positif sur le climat, ben, elle a émis des gaz à effet de serre, en fait, pour arriver sur la fabrication de la pelle, sur le déplacement de l'arbre. Le numérique, c'est la même chose, hein. C'est pas parce qu'on parle de cloud, de virtuel, etc., qu'on n'a pas d'impact. Les principaux impacts du numérique, ça va être l'impact matière première. Il faut savoir que pour fabriquer un smartphone qui va peser, on va dire, 100 grammes, il va falloir déplacer 200 kilos de roches, hein, pour arriver à tirer les quelques grammes d'or, de cobalt, etc. Ça a un impact évidemment sur la production électrique en fonction du mode de production électrique et du mix énergétique du pays. Ça peut émettre plus ou moins de gaz à effet de serre, évidemment, mais il y a un impact direct également sur la production électrique, puisque par exemple en Irlande, 20% de l'électricité est consommée par le domaine du numérique. Donc du coup, ils ont aujourd'hui posé un moratoire sur la création de nouveaux data centers parce que ils sont en train de commencer à arbitrer la consommation électrique qui va soit pour le numérique, soit pour permettre aux gens tout simplement de s'éclairer, de se chauffer, etc.
Donc, on voit bien l'impact. On a un impact eau également. Pour reprendre toujours l'exemple du smartphone, pour fabriquer un smartphone qui pèse toujours 100 grammes, il va falloir presque 1 tonne d'eau. Parce que les processeurs, par exemple, sont des processus qui nécessitent beaucoup d'eau pour nettoyer les matières premières. Et enfin, et il ne faut pas l'oublier, ça émet beaucoup de déchets. Donc, toutes les activités humaines, de manière générale, et c'est vrai également pour la santé, c'est vrai également pour le numérique, vont émettre des gaz à effet de serre. Et comme on est dans une boucle, puisque on émet des gaz à effet de serre et on cause un réchauffement climatique, mais du coup, ce faisant, on cause des problématiques en termes de santé, et donc ça crée une boucle qu'il faut bien à un moment donné s'intéresser. Alors pourquoi on est dans ce contexte? Parce que nous vivons dans un monde d'abondance. Alors je précise tout de suite que je parle de moyenne. Évidemment, je sais que l'abondance n'est pas forcément pour tout le monde, hein, au niveau planétaire ou même au niveau français, mais en moyenne, des études montrent que, par exemple, si on prend cet exemple-là, on meurt 3 fois plus d'obésité que de faim. Donc, on peut quand même se dire que, de manière générale, on est dans un système d'abondance. Cette abondance, il a été permis tout simplement par une énergie qui était donc abondante et peu chère. Peu chère, encore une fois, je mets des guillemets, mais enfin, globalement, ça nous a permis de faire beaucoup de choses, de créer beaucoup de médicaments, mais ça nous a permis aussi de résoudre beaucoup de problèmes. Par exemple, quand on a un problème de traversée ou de transport, ben, on ne va pas hésiter à faire un viaduc et ensuite un tunnel. Hein. Et ça, c'est vraiment l'énergie. Il faut se rendre compte que c'est vraiment l'énergie abondante et peu chère qui nous permet ça. La question que de plus en plus de personnes se posent, et c'est pour ça que j'ai mis le Vivio entre parenthèses, le I entre parenthèses, c'est est-ce que en fait on n'aboutit pas, on est en train d'arriver à la limite de ce système où demain, la plupart maintenant des projections montrent que ce soit pour des raisons géopolitiques, géologiques ou climatiques, cette abondance, donc cette énergie abondante et peu chère, on arrive au bout de ce système. Alors, j'ai dit géologique, bon, on peut se poser la question des matériaux, hein, et on commence à atteindre une certaine fin de certains matériaux, la question du pétrole également, évidemment. Géopolitique, on voit comment une guerre, on ne l'avait pas vu venir, mais enfin, on voit comment une guerre peut nous ramener sur des contraintes énergétiques. Et puis climatique, évidemment, on commence à voir de plus en plus le dérèglement climatique qui entraîne des conséquences, et ces conséquences, il va bien falloir s'y adapter. Jusqu'à présent, on vivait dans un monde où, parce que c'était techniquement possible, on devait le faire. On pouvait le faire, donc presque on devait le faire. Parce que c'était techniquement possible, on devait le faire. Voilà, on peut dire ça, ce raccourci. Peut-être que demain, il va falloir qu'on se pose la question du sens, du pourquoi on le fait, avant de se dire parce que je peux le faire, je vais le faire. C'est ça qu'on voudrait vraiment imposer là-dessus. Alors, comme je le disais, on va quand même regarder ce qui se passe en termes d'enjeux dans le numérique et dans la santé, ne serait-ce que pour savoir d'où on part et donc quels sont les bons critères de choix. Est-ce que, par exemple, trier ses mails, c'est quelque chose qui est efficace pour réduire ses gaz à effet de serre, hein. On va commencer par le numérique. Donc, le numérique, c'est environ en France, et c'est l'ADEME qui donne ces chiffres, 4% des gaz à effet de serre émis. Donc, sur l'empreinte carbone d'un Français, donc qui est à peu près 10 tonnes en France, hein, par an, 4% de ces 10 tonnes sont liées au domaine du numérique et 10% de l'électricité. Vous voyez, 10% de l'électricité, on commence à quelque chose qui n'est pas neutre. Si on se compare, 4%, c'est à peu près l'aviation, c'est à peu près le transport routier également. Alors, souvent, quand on parle de réchauffement climatique, on dit l'aviation, etc. Bon, en fait, le numérique, c'est la même chose, hein, en poids. Par contre, ça n'a pas du tout le même pourcentage de progression. Hein, on est sur une progression de plus 5% par an sur le numérique, alors qu'on a eu une forte baisse de l'aviation en 2020, mais on est revenu maintenant. Mais on est dans des progressions qui sont assez faibles. L'électricité, c'est tout simplement juste 5 tranches de centrales en France. Donc, on ne peut pas dire que c'est vraiment ridicule. Voilà. Donc, c'est important d'avoir ces deux notions-là. Ensuite,
on va essayer de s'intéresser à qu'est-ce que c'est que l'empreinte en tant que telle. Évidemment, un smartphone, il commence pas à émettre des gaz à effet de serre quand on l'a et qu'on est en train d'appeler. Il commence à émettre des gaz à effet de serre quand on le fabrique, hein, tout simplement, quand on va au fond d'une mine pour rechercher la matière première, quand on le fabrique, quand on le transporte, etc. Et puis quand on le recycle. Si on regarde cette phase, fabrication-usage, en fait, on se rend compte que en France, presque 80% de l'empreinte carbone d'un périphérique, d'un smartphone, de manière générale, est liée à la fabrication. Et ensuite, 22% seulement à l'usage. Donc, se poser la question de la data, par exemple, c'est donc se poser la question de 22% finalement de l'empreinte complète du numérique. Donc, il faut bien reposer ça. Une autre manière de voir cette empreinte, c'est en la répartissant entre appareils, data center, réseau. Souvent, on a tendance à dire oh, les data centers, effectivement, c'est des pièces qui sont climatisées avec beaucoup de données, beaucoup de serveurs, etc. Bon, finalement, en fait, l'appareil émet beaucoup plus. L'appareil, hein, c'est un smartphone, un PC, une montre connectée, cafetière connectée, etc. C'est tous les appareils connectés. Donc, quand on regarde ces deux chiffres-là, on se dit que d'abord et avant tout, le premier acte peut-être, c'est quand même se poser la question de la fabrication, donc de la refabrication, donc de la durée de vie de l'appareil. Et ensuite, la data, effectivement, il faut se poser la question, mais quand même, est-ce que le nombre d'appareils que je vais avoir, c'est peut-être une question qui sera plus impactante à ce niveau-là. Si on regarde les données en tant que telles, donc on va dire que les données en tant que telles, donc c'est 16+6 pour la partie réseau, quoi, qui est les données nécessitant un réseau pour être véhiculées. Donc dans ce petit quart en fait d'empreinte, 75%, pardon, 3/4 de l'empreinte de cette partie-là, c'est de la vidéo en fait. Donc, je vais dire autrement, 3/4 des données qui transitent sur les réseaux, aujourd'hui, c'est de la vidéo. Donc, si on veut vraiment se poser la question de la data et du stockage de cette data, etc., il faut se poser avant tout la question de la vidéo, de la qualité de la vidéo, etc. Bon, je ne vais pas aller plus loin sur cette partie. Si on vient sur la santé, donc là, on n'est pas sur la e-santé, on est vraiment sur la santé de manière générale. Donc, au sein du Shift Project, il y a eu une étude qui a été faite sur le plan de transformation de l'économie française spécifique sur la santé, et avec un certain nombre de data en entrée et une approche hybride. Le Shift a défini que l'empreinte carbone de la santé, de manière générale, c'était 8%. Donc, l'empreinte carbone d'un Français, la part de la santé dans l'empreinte carbone d'un Français, c'est 8%. Qu'est-ce qu'il y a dans le périmètre, hein, on met bien, alors dans le périmètre, quand on parle d'empreinte carbone, on parle bien non pas juste de la phase d'utilisation, hein, on va bien parler de tous les paramètres. Et donc, dans ce domaine, pour la santé, on va bien mettre le patient, les déplacements du patient, par exemple, mais le personnel également, hein, tout ce qui est laboratoire, centre d'imagerie, etc. Il y a vraiment tout l'écosystème, on va dire. Et bien sûr, il y a également l'industrie, hein, l'industrie pharmaceutique. Il y a tout l'écosystème qui y est lié et qui est nécessaire pour la pratique humaine de la santé. Comment on répartit ça? Alors là aussi, on a des chiffres qui sont donnés avec une certaine incertitude, hein, malgré tout, et qui répartissent un petit peu. Donc, en fait, en gros, on a 50% qui sont liés à l'achat de médicaments et de dispositifs médicaux. Donc, c'est les deux barres, là, 29 et 21. En tout, ça fait 50%. Donc, 50% sur l'achat de médicaments et des dispositifs médicaux, qui sont le plus souvent jetables. Si on somme les transports, que ce soit les transports des patients ou les transports des professionnels de santé, on a 13%. Donc, c'est le deuxième poste. Le troisième poste, ensuite, c'est l'alimentation. Sur le cas particulier de la e-santé, donc le numérique dans la santé, il y a alors
au sein des shifters, on n'avait pas fait ce focus précisément. Par contre, il y a un rapport ministériel qui estime que pour un CHU, l'empreinte informatique, ça représente 5% de l'empreinte du CHU. Donc, on peut élargir ce chiffre. L'empreinte, donc l'empreinte de la santé dans la part pour un Français, c'est 8%, et dans ces 8%, il y a 5% qui sont liés au numérique. Alors, maintenant, quel objectif on peut se donner en termes de réduction? Il y a les accords de Paris qui ont, comme son nom l'indique, ont été signés à Paris, donc en 2015 lors de la COP21, où il y a près de 200 pays qui se sont mis d'accord pour limiter le réchauffement climatique à 2%, à 2 degrés, pardon, excusez-moi, à 2 degrés, et faire le maximum pour rester en dessous de la barre des 1,5. Alors concrètement, d'ici 2100, concrètement, les 1,5, il n'y a plus personne qui y croit, enfin, en tout cas plus grand monde. On va rester quand même sur cet objectif donc, de 2 degrés qui finalement est assez contraignant. Il a été transposé dans la loi et qui nous permet de construire des politiques et des scénarios de prospective. Comment on en est arrivé là? Tout simplement, c'est les émissions anthropiques, donc liées à l'homme, mondiales. Là, on est sur ce graphe-là. Donc là, c'est l'énergie, hein, tout simplement. On voit qu'on a 2 phases dans notre première partie de la courbe. Hein. Donc, on va aller de 1850 à 1950, grosso modo, où on a le charbon principalement, et puis la découverte du pétrole, l'utilisation massive du pétrole qui change complètement la pente de la courbe. Et on voit que depuis quand même quelques années, on est à peu près sur une phase légèrement progressante, mais assez stable, avec le trou là en 2020 sur le Covid. Tout ça, tout ce qui a été émis par l'homme, ça représente à peu près 2500 gigatonnes de CO2. Donc, en gros, avec 2500 gigatonnes de CO2 émis par l'homme, en plus dans l'atmosphère, hein, encore plus dans l'atmosphère, on a augmenté de 1,2 la température planétaire. Donc, du coup, si on se reprend les accords de Paris et qu'on veut rester sous l'objectif de 2 degrés, bah, les scientifiques ont calculé qu'il nous restait entre 500 et 800 gigatonnes de CO2 à émettre, tout simplement, jusqu'en 2100. Alors, on va le dire de plusieurs manières différentes, ça, cet objectif, parce que des gigatonnes, bon, on ne sait pas forcément ce que ça représente dans notre quotidien, évidemment. Pour arriver à réduire notre empreinte carbone à partir de 2025, il faudrait qu'on baisse nos émissions de 5% par an. 5% par an, c'est globalement l'ordre de grandeur de ce qu'on a pu faire en 2020 avec le Covid. Alors, parlant à des professionnels de santé, j'imagine que vous n'avez pas particulièrement envie de revivre cette période-là, d'autant plus qu'il faudrait faire donc 5% par an. Donc, c'est un Covid de plus par an. Hein. Voilà. C'est pas juste un par an, c'est un de plus par an. On peut le dire d'une autre manière. Une autre manière de le dire, c'est un bébé qui naît aujourd'hui, il va devoir émettre 1/10, 10 fois moins que ce qu'a émis son père, ses parents. Donc, ça a un impact quand même assez conséquent. C'est vraiment un challenge, comme je disais au départ, qui est vraiment très important. Il ne faut pas imaginer que c'est en faisant un petit peu de e-santé à droite, en faisant un petit peu d'optimisation à gauche, un peu moins de déplacement, etc., on ne va pas réussir à faire moins 5% par an. C'est quelque chose qui est absolument colossal, en fait, comme effort. Alors, qu'est-ce que ça donne dans la santé? On va le dire comme ça. Donc, on est aujourd'hui à peu près 50 gigatonnes par an pour la France. Hein. Avec l'augmentation de la population, on arriverait à peu près, si on ferait une règle de 3, à un peu plus de 50. Voilà. Et ça veut dire que d'ici 2050, il faudrait qu'on soit à 10, hein, qu'on divise par 5 notre empreinte. Ça fait moins 80%. Enfin, on peut le dire de plein de manières différentes. Alors, 2050, ça peut paraître loin. Mais 2050, c'est finalement pas si loin que ça. Hein. C'est quand mes enfants, en tout cas, auront mon âge, par exemple.
Donc, c'est une manière de s'approprier ça. Il y a aussi le Code de la santé publique qui a évolué et qui intègre maintenant une obligation pour les établissements d'intégrer une éco-responsabilité. Je vais essayer d'accélérer parce que je suis un petit peu en retard. Dans le numérique, spécifiquement, on va avoir des référentiels, et notamment le référentiel d'éco-conception de services numériques, qui est maintenant applicable et opposable aux établissements, aux collectivités, et qui définit un certain nombre de critères. Alors, comment atteindre ces objectifs? Pour nous, il faut une approche systémique, c'est-à-dire que ça n'est pas juste en parlant de numérique qu'on va réussir à faire quelque chose, c'est en parlant de manière générale d'environnement. Et donc, tout ça commence évidemment par les hommes et les femmes qui font la santé, avec un plan de formation, un plan de montée en compétences. Ça n'est pas, j'insiste bien sur le mot formation, ça n'est pas que de la sensibilisation, c'est aussi de la formation, ça va plus loin. Il faut évidemment un pilotage des démarches opérationnelles et d'un point de vue stratégique, il faut vraiment que toutes les strates en fait des structures prennent en compte cet impact et pour arriver à obtenir le résultat dont on a parlé. Alors, je passe rapidement sur quelques solutions. L'implication humaine, ça veut dire donc, en règle générale, on dit qu'il faut passer 1% de son budget à la formation aux enjeux, la formation spécifique en enjeux climatiques, pour arriver à faire en sorte que les gens changent de paradigme. Et on n'est pas seulement en train de parler de sensibilisation, hein, j'insiste bien sur la formation qui est nécessaire également. L'achat, moi j'ai pas mal discuté avec des responsables d'achat qui me disaient, bon, oui, mais maintenant tout le monde met un critère environnemental dans les marchés publics, ok, très bien, mais par contre personne n'est capable de challenger la réponse des entreprises. Toutes les entreprises vont répondre quelque chose sur un critère environnemental, mais personne ne sait véritablement trouver le greenwashing qui est là au milieu. Donc, ça va plus loin que juste utiliser ce critère environnemental. Il faut aller plus loin et être en capacité de challenger les réponses. En éco-conception, on utilise des services numériques, on utilise souvent la règle des 3 U, utile, utilisé, utilisable. Alors, vous allez me dire, bah, c'est un petit peu ridicule, ça. C'est évident que quand on veut un logiciel, bah oui, il faut qu'il soit utile, utilisé, utilisable. Maintenant, si on raisonne à l'inverse, interrogez-vous sur le logiciel que vous utilisez le plus régulièrement dans votre quotidien. Quel est le pourcentage des fonctionnalités que vous utilisez? Souvent, si c'est Word, par exemple, ça va être entre 5 et 10%. Donc, utile, utilisable, utilisé, ben, finalement, on se rend compte que ce n'est pas si simple et qu'on demande souvent, nous, en tant que demandeurs, voilà, on demande souvent beaucoup de choses qui, derrière, ne seront pas utilisées. Administration, l'administration du domaine des services informatiques, bah, est-ce qu'on a besoin de remplacer ce matériel? Est-ce qu'on a besoin de ce double écran? Est-ce qu'on a besoin de ce 3e smartphone, etc. Privilégier le reconditionnement, j'essaye de balayer très rapidement des solutions et augmenter, toujours en rapport avec ce que je disais tout à l'heure, augmenter la durée de vie des matériels. D'un point de vue stratégique, on peut réfléchir au plan de mobilité, télétravail, nommer un responsable numérique, définir, mesurer et suivre des indicateurs, évidemment. C'est très important. Et puis, je vais conclure, même si je suis un petit peu en retard. Désolé. Moi, je reformulerai et j'élargirai en fait la question du bénéfice-risque de la e-santé. En fait, la question qu'on peut se poser, c'est est-ce que la e-santé peut, entre autres solutions, s'inscrire dans cette baisse de contexte qu'on doit avoir de moins 5% des émissions par an? On ne peut pas imaginer la e-santé comme une solution qui est seule. Elle vient forcément en remplacement d'une autre solution et il faut qu'elle se place également dans un contexte de remplacement. Jusqu'à présent, on fait toujours du plus. Quand on a découvert le pétrole, on n'a pas du tout arrêté le charbon. Quand on a découvert le gaz, on n'a pas arrêté le pétrole. On est toujours dans du plus. La e-santé, on peut la voir comme dans du plus, mais on peut aussi la voir comme dans du remplacement d'autres solutions. Et voilà, excusez-moi pour ma durée. Merci beaucoup, Monsieur Neigeon, pour cette présentation. Alors, nous avons une quinzaine de minutes disponibles pour échanger ensemble. Nous avons quelques questions déjà dans le chat auxquelles nous n'avons pas nécessairement répondu. Si vous en avez spécifiquement pour Monsieur Neigeon, n'hésitez pas. Je vais reprendre peut-être un peu les questions que nous avions déjà. Alors, je vais me lancer.
Si je suis un professionnel de santé lambda, donc je sais pas, on va prendre l'exemple d'un libéral, parce qu'à la limite, les hospitaliers, ils sont dans un fonctionnement, où ils ont peut-être moins la main mise sur, les logiciels, utilisés, sur, le matériel mis à leur disposition, sur le remplacement du matériel. Supposons, je suis un professionnel de santé, libéral, en autonomie ou alors peut-être avec, seulement 2-3 collègues avec qui je travaille en maison de santé. Comment j'envisage mon utilisation du numérique en santé? Est-ce que mon usage professionnel va exiger que non seulement je sois un professionnel de santé à jour de mes connaissances de santé, mais aussi que j'ai une connaissance assez approfondie au final de ce qu'est le numérique dans mon usage au quotidien pour en être à la fois responsable, conscient de ce que j'en fais pour pouvoir servir au mieux le patient, première chose. Hem, Deuxièmement, dans quelle mesure, en tant que professionnel, j'ai, la mainmise sur, la sécurité de ces données, sur leur traitement et est-ce que, tout ce qu'a abordé notamment monsieur pardon, j'ai encore une question toujours dans le même type pour monsieur Béranger. Au niveau, des IA, dans quelle mesure, je vais être obligée, spécifiquement sur ce sujet, de me former en tant que professionnelle, alors que peut-être déjà je fais de mon mieux pour, enfin, réduire mon agenda avec tous les patients qui attendent qu'on s'occupe d'eux et donc de faire de la formation en plus pour pouvoir améliorer hem, pardon, pour pouvoir améliorer ma manière de les soigner. Et puis enfin, sur tout ce qui est volet environnemental, ça peut être vu pour les professionnels, hein, je vais être un peu, je vais frotter un peu, mais ça peut être véritablement vu comme une contrainte en plus pour des soignants qui se sentent déjà très contraints dans leur pratique aujourd'hui, de se poser la question, de ces usages. Si je vois par exemple, il y a un pédiatre en urgence pédiatrique sur Instagram que j'apprécie bien, qui fait des vidéos de prévention pour inciter pour permettre aux parents d'étant mieux conscients, mieux formés sur les maladies que peuvent rencontrer leurs enfants afin d'éviter de courir aux urgences quand il n'y a pas besoin. Au final, on est sur de la vidéo générée parce qu'il ne faut pas se tromper sur le fait que les gens lisent de moins en moins aussi, que cette vidéo répond aussi à une capacité d'apprendre rapidement. Je m'arrête, j'ai lancé plein de questions, il y en a pour chacun d'entre vous, je vous laisse réagir. Ouais. Du coup, je veux bien commencer un élément de réponse pour 2 ou 3 questions, enfin où je pense que je peux apporter un éclairage. Euh, il y a un point commun entre toutes ces questions finalement, en tout cas pour la majorité, c'est finalement se dire comment le professionnel de santé doit appréhender et réinventer finalement sa pratique médicale, notamment avec son patient ou le soignant avec le soigné, et comment il doit utiliser les différentes objets connectés, systèmes experts, incluant de l'IA, si c'est de l'IA, dans sa pratique médicale au quotidien. Ce qui revient assez souvent, c'est se dire déjà, c'est que il doit avoir une bonne connaissance de l'outil qu'il a entre les mains et pour pouvoir aussi l'expliquer au patient. Parce que le patient soigné, il va avoir toujours en demande de plus d'informations via les réseaux sociaux, via même l'utilisation qu'il en fait lui-même des IA génératives qu'on met entre les mains. Et donc, du coup, c'est vrai que le dialogue entre le soignant et le soigné doit être renforcé avec plus d'explications, plus de temps. Et il faut pour cela que le devoir d'information du patient soit encore plus mis en avant, je pense, dans ces nouvelles pratiques, pour le rassurer, pour qu'il comprenne mieux, pour qu'il y ait un consentement libre et éclairé par rapport à une décision médicale partagée. Et pour cela, il faut que le médecin soit plus renseigné, plus informé des différentes, comme un cahier des charges, des différentes fonctionnalités
des différentes data, comment fait. On ne va pas lui demander à qu'il comprenne comment fonctionne le système algorithmique par réseau de neurones ou autre. Ce n'est pas le débat. Par contre, il faut qu'il y ait un minimum d'informations, des informations qui sont entraînées, est-ce qu'elles sont sécurisées ou pas. Le problème, c'est que ça, à part avoir des prestataires, forcément d'hébergeurs de données qui leur garantit que via de la transparence, que voilà les données d'où elles viennent, où elles sont stockées ou pas. Ça, c'est quelque chose qu'on peut avoir dans des sensibilisations, dans des formations continues. Il y a de plus en plus de formations continues dans la e-santé qui se développent. Pour les formations initiales, pour les jeunes médecins, on y incorpore de plus en plus dans les cycles universitaires. Je crois qu'il y a maintenant, à partir de la rentrée prochaine, je crois que c'est 48 heures de médecine numérique en intégrant de l'éthique médicale, forcément qui doit être le point de vigilance pour garder un peu l'esprit d'Hippocrate dans la relation médecin-patient. Ça, c'est une chose. Les termes de responsabilité aussi, savoir est-ce qu'il y a une dilution de responsabilité. Les médecins, ils ne sont pas forcément au même niveau de connaissance à ce niveau-là. Donc, il y a des vraies demandes et des questions, mais ça demande aussi, à mon sens, au-delà de la formation et de l'éducation du professionnel de santé, c'est aussi, et ça c'est le rôle de l'État, je trouve, ou des assurances, des mutuelles qui ont des usagers de santé, c'est de la sensibilisation des usagers de santé à cette nouvelle médecine. Parce que les personnes, pas de rentrer dans le cœur des IA, mais en tout cas de savoir l'impact que ça peut avoir. Et aussi pour le lien de confiance, il se fait forcément dans une bonne connaissance et une bonne information des deux parties, en fait. Ça, c'est déterminant. Donc, du coup, c'est ça que je mettrai en avant, savoir que ça remplacera jamais l'humain ou en tout cas le soignant. Par contre, c'est sûr que les rôles, les fonctions du professionnel de santé sont en train de changer et que c'est aussi un problème de génération, j'ai envie de dire. Moi, j'ai mes différentes nièces, sortent une qui est en 5e année de médecine, elle est née quasiment avec le digital. Et donc, du coup, même en interne, à l'internat, elle va faire des applications, des parcours selon sa spécialité, en fonction justement des nouvelles technologies. Et donc, du coup, par contre, il faut vraiment développer la relation médecin-patient, l'éthique médicale, ce qui a été un peu, dès la 2e année ou 3e année, un peu mis de côté par rapport aux études où on apprend des cas cliniques dans tous les sens, des encyclopédies de cas cliniques, etc., ce qui est très bien pour les ECN, mais ça va être le terrain de jeu favori de l'IA, quoi. Et donc, du coup, à un moment, il va falloir retrouver du lien humain et surtout une valorisation humaine du soignant qui va se développer. Bon, j'étais un peu long pour laisser la place aux autres aussi pour répondre. Messieurs, Monsieur Dupoutin, allez-y. Oui, alors beaucoup de choses viennent d'être dites et je suis à 200% d'accord. La question de génération, de formation, de sensibilisation. Bon, finalement, vous nous posez la question là sur la question du numérique, mais la question se pose sur d'autres outils. Le numérique étant un outil comme un autre, la médecine a d'autres outils utilisés au quotidien et il y a le même processus. Alors, et ça évolue très très vite au niveau du médecin généraliste comme pour les spécialistes. Donc, de la même manière que pour le numérique, il faut effectivement se tenir à jour des dernières technologies, des derniers... La dimension du numérique, évidemment, apporte ces questions peut-être plus que d'autres outils, mais ça a été largement évoqué, je ne reviens pas dessus, de l'éthique, du lien avec le patient. Donc, on voit bien qu'il y a une petite dimension complémentaire. C'est pour ça qu'effectivement, il y a ces formations qui sont maintenant obligatoires dans le parcours initial, la formation continue. J'insiste sur un aspect, ça ne concerne pas que les médecins, parce que vous voyez bien qu'on est bien aujourd'hui sur des outils qui sont utilisés par l'ensemble des acteurs santé sociaux, et y compris le domaine social, où le numérique
avait du retard, hein. On est aujourd'hui dans le cadre du programme qui s'appelle le SMS numérique sur justement le déploiement ou la mise à niveau de systèmes d'information dans le domaine médico-social, au niveau des EHPAD, au niveau des structures qui prennent en charge les personnes handicapées, et voire même du social, où parfois c'est un peu une révolution parce que ce sont des domaines où le numérique, encore maintenant, mais en tout cas récemment, c'est sûr, était un peu perçu comme bah, si je suis sur le numérique, je ne suis pas auprès du patient. Donc c'était une forme d'alternative, et évidemment, bah, il faut être auprès du patient plus qu'auprès du numérique. Bon. Alors, c'est pas si simple, mais oui, le numérique peut prendre un peu de temps. Oui, il réinterroge aussi les process. Et c'est peut-être un point sur lequel je veux insister. Il y a la compréhension des outils, leur nature, bon, sans rentrer évidemment dans le détail du fonctionnement, mais souvent l'outil numérique apporte aussi ou engendre ou provoque une modification des processus de prise en charge. Donc, en fait, ça peut percuter un petit peu plus globalement, c'est-à-dire que ce n'est pas un outil qui vient s'intercaler dans un processus, c'est un outil qui peut remettre en cause, qui peut faire bouger les lignes sur les processus de prise en charge. Et on le voit aujourd'hui dans le domaine du médico-social, où le numérique arrive là assez récemment, et donc il chamboule un peu les pratiques. Merci. Monsieur Néjean, si vous voulez réagir, et après je conclurai. Ouais, sur le petit exemple que vous donniez là sur le pédiatre qui fait des vidéos, juste peut-être une des conclusions du rapport du chiffre là sur soigner durablement, donc en 2050, c'est prévention. Donc effectivement, complètement, on s'intègre dans ce contexte de prévention, en partant du principe qu'un patient qui ne vient pas, enfin, parce qu'il n'est pas malade, on va bien diminuer l'offre de soins, et ça, c'est positif. Et voilà. Donc les vidéos, évidemment, sont un outil de prévention assez utilisé aujourd'hui. Nous, enfin, au shift et au shifter, on dit jamais il faut pas, hein, bien sûr. Par contre, la vidéo, typiquement, c'est quelque chose qui peut se paramétrer en fait pour qu'il y ait une consommation un peu moindre, hein. Je cite souvent cet exemple. Pendant le Covid et pendant le confinement, l'État français a eu très peur que le réseau Internet saute et a imposé aux plateformes YouTube, Netflix de baisser la qualité par défaut des vidéos. Il n'y a eu aucune plainte et personne ne s'en est rendu compte. Donc en fait, la qualité par défaut qui nous est envoyée dans les flux vidéo est largement surdimensionnée par rapport à la capacité de notre œil, tout simplement. Donc diminuer la data qui circule tout en continuant de regarder de la vidéo avec une qualité moindre, c'est quand même possible. Voilà. Et je vous laisse conclure. Allez-y, allez-y. Oui, je veux bien compléter sur un petit point. Je pense que ça, c'est particulièrement important parce que faire un bilan carbone de ce que va apporter l'usage du numérique, mais en même temps, donc là, on va être sur du plus en termes de prévention, du plus en termes de réduction du délai pour avoir le diagnostic, donc du gain sur l'espérance de vie. Et puis ce numérique qui va peut-être empêcher des prises en charge non pertinentes. Il va peut-être empêcher des déplacements non pertinents. Donc en fait, l'analyse extrêmement globale de ce bilan carbone est d'une complexité sans nom. Combien de déplacements on évite par ces vidéos? Très difficile à savoir, mais c'est pas négligeable du tout. Donc, en fait, ça se trouve, le bilan carbone, même de la vidéo, on va dire non compressée, avec une qualité, est peut-être déjà positif. Mais pour autant, et je vous rejoins complètement sur je rejoins complètement ce qui a été dit, pour autant, il faut se mettre dans une logique où, de toute façon, on essaie de réduire. Il y a des dimensions où la qualité de l'image, et entre autres dans l'analyse de la radiologie, elle est indispensable. C'est-à-dire que là, pour le coup, il faut qu'on puisse passer des images d'une qualité très, très supérieure. Mais il y a d'autres dimensions pour lesquelles, évidemment, ça n'a pas de sens. Donc, de toute façon, c'est dans l'adaptation au quotidien de la qualité
ou de jusqu'où on va, parce que le bilan carbone dans sa globalité, à mon sens, il est quasi impossible. Par exemple, ce qu'on vient de mettre en place sur les centres de télédermatologie, donc avec une prise en charge, le principe, hein, il est que vous avez des territoires, malheureusement, dans notre région où il y a beaucoup moins de dermatologues, voire il n'y en a plus. Et donc, le patient, s'il nécessite, évidemment, sur prescription de son médecin généraliste, s'il nécessite d'être vu ou que une lésion ou autre doit être vue par un dermatologue, c'est un déplacement du patient, parfois sur des grandes distances. C'est un temps très important avant d'avoir une consulte en présentiel, donc un retard sur une prise en charge qui va engendrer potentiellement, évidemment, une prise en charge plus longue, plus coûteuse, voire un risque sur sa vie ou sur son état de morbidité. Et in fine, ça peut être, entre guillemets, pallié, mais très avantageusement, par une télé-expertise qui a lieu dans les 48 heures après qu'il ait vu son médecin traitant, sans aucun déplacement, ni du médecin traitant, ni du médecin spécialiste, et ni du patient. Évidemment, si ensuite, dans un deuxième temps, il y a besoin d'un déplacement, voilà, pour une intervention, voilà, mais c'est une deuxième chose. Donc là, on voit bien, rien que sur cet exemple-là, que on a un gain de temps, même si l'image qui est transférée doit être de qualité, hein, parce que là, pour le coup, pour pouvoir juger du fait de savoir est-ce que c'est une lésion cancéreuse, etc., bon, il faut une image de qualité, mais pour autant, on voit qu'on évite un déplacement routier sur une grande distance, on réduit le gain, enfin, on fait un gain d'espérance de vie majeur, et enfin voilà, donc là, on pourrait dire a priori, même que sur un cas, que le bilan carbone est plutôt positif. Juste pour compléter, parce que c'est vraiment un sujet hyper important, je trouve, et décisif pour la suite, c'est tous ces bilans carbone, ces états des lieux, de dire à quel moment il faut utiliser la qualité des données pour éviter plus ou moins un environnement durable défaillant ou pas, c'est d'avoir pas une vision au niveau national d'ensemble, parce que ça sera impossible, mais c'est de le faire par territoire, par des observatoires, par les ARS, je ne sais pas, mais en tout cas, parce que vous savez bien que ça soit en Île-de-France, ce ne sera pas du tout les mêmes bilans carbone pour la même demande et offre qu'en utilisant la technologie ou les nouvelles technologies de téléconsultation ou autres, vers tout ce qui est en Franche-Comté ou à Clermont-Ferrand ou en plein dans le Cantal. Ce n'est pas du tout les mêmes demandes des territoires de désertification. Et donc, du coup, ça, je trouve qu'il y a une localisation de territoriale qui est déterminante pour le bilan carbone, parce que l'usager lambda, lui, ce qu'il regarde, c'est le côté pragmatique, l'environnement durable, j'ai envie de dire, malheureusement ou pas, c'est transparent au quotidien, c'est à moyen terme qu'on voit les impacts que ça peut avoir. Donc ça, je pense qu'il faut avoir une prise de conscience là-dessus. Et pour finir, j'ai envie de dire, finalement, on a le médecin 1.0 d'avant, il y a l'IA, on considère que s'il est bien encadré, bien formé et bien sensibilisé, un médecin augmenté, entre guillemets, sera toujours meilleur, il fera une meilleure prise en charge, ou un soignant augmenté, hein, on l'a bien dit, ce n'est pas que les médecins, que le médecin ou le soignant seul, et que l'IA ou le système expert seul. Ça, pour moi, on est dans une triangulation de ces trois acteurs, et à chacun de trouver ses rapports, et surtout que finalement, il y a toute une formation à faire, il n'y a pas d'études sur l'impact, l'influence d'une prise en charge de décision du professionnel de santé avec la machine, avec les interfaces. Comment ces décisions allaient influencer ou pas. Et ça, il y a un vrai travail à faire, et on est au tout début. Parce que le médecin, vous imaginez bien qu'un médecin qui a 30 ans d'expérience va pas avoir le même rapport avec la machine, avec les décisions, que le médecin qui vient de sortir de son internat ou qui n'a pas d'expérience, qui a moins confiance en lui. Et donc, du coup, tout ça, ça a un impact dans la prise en charge de santé. En fait, on est à la préhistoire, hein, du numérique, et on est à Dans le la début. préhistoire de la relation entre Exact. l'homme et la machine de ce point de vue-là. Alors que
l'arc et la flèche, on a quelques milliers d'années d'usage, mais là, non, on est vraiment à la préhistoire de cet usage. Merci beaucoup, messieurs. Je vais conclure cet échange. Je vous remercie vraiment pour la qualité de vos présentations. J'ai appris plein de choses en vous écoutant. C'était un vrai plaisir. J'espère que c'était le cas des internautes également. Tout de suite, je précise que donc cette vidéo, ce webinaire a été enregistré, sera rediffusé sur notre chaîne YouTube prochainement. Je rassure également les participants qui auraient posé des questions auxquelles nous n'avons pas répondu pendant le webinaire. Nous allons les enregistrer. Nous demanderons aux divers intervenants de répondre à ces questions et on vous les enverra avec l'information de la rediffusion du webinaire. Alors, pour conclure, il est absolument certain que nous sommes dans une phase de bouleversement de notre mode de soins et de notre système de soins, que ce soit en termes de capacité humaine actuellement où nous avons des déficits de professionnels de santé, nous avons des questions économiques, nous avons des changements climatiques en cours et nous avons l'usage du numérique qui s'est infiltré dans tous nos usages quotidiens et y compris bien sûr dans le milieu du soin. Ça nous amène nécessairement à repenser toutes nos pratiques et notamment celles du monde du soin, de l'organisation du monde du soin. Ça nous invite à nous reposer cette question de pourquoi on veut le faire. Est-ce utile? Est-ce pertinent? Ce que je retiens de nos échanges, c'est que l'usage du numérique, et si on ajoute en plus les questions environnementales, ça apporte beaucoup de dilemmes dans l'usage quotidien de chacun, pour peu qu'on soit un minimum informé sur ces problématiques, que ça apporte de grandes incertitudes et que au niveau individuel, on n'a pas de capacité, au moment où on prend notre décision d'un usage divers ou varié, de savoir exactement si notre choix sera le plus pertinent. C'est pour ça qu'effectivement, les organisations en groupe seront nécessaires, hein, et au niveau régional et étatique. Je note aussi qu'au niveau du numérique en santé, mais aussi sur les questions environnementales, il y a une fracture générationnelle qui est un risque. Autant sur le fait de peut-être se dire que les jeunes savent faire ou mieux faire, ou qu'ils feront à notre place, quelle que soit le la thématique abordée. Je note aussi qu'il y a des grands enjeux de prévention, que ce soit au niveau du patient, hein, prévention pour sa santé, prévention et connaissances en numérique, autant pour le patient que pour le professionnel, prévention des enjeux environnementaux également. Je rappelle également le risque de solutionnisme, hein, qui est cette tendance qu'on peut avoir à se dire que la nouveauté, la nouvelle technologie qu'on va apporter, que ce soit dans le monde du soin ou ailleurs, ça va, parce qu'on amène une nouvelle technologie, ça va résoudre nos problématiques actuelles. C'est évidemment faux. Et il faudra que toutes les questions que j'ai pu aborder et que vous avez pu aborder plus haut soient posées pour qu'effectivement ces nouvelles propositions technologiques puissent répondre à nos enjeux. Et c'est là que dans le court temps d'échange que nous avons eu après vos interventions, vous avez abordé de manière très pertinente voilà, cette nécessité peut-être de faire mourir certaines choses pour faire naître d'autres modes de fonctionnement, pour optimiser notre monde de soins, optimiser notre santé, protéger notre avenir en termes de santé environnementale, nos enfants. La question de la formation, je ne redétaille pas. Voilà, je n'ai plus qu'à vous remercier pour cet excellent temps d'échange. Bon appétit à ceux qui n'auraient pas eu encore le temps de manger. Et puis, vous pourrez retrouver toutes nos informations, nos autres webinaires, tout ce que nous pouvons vous proposer à l'Espace Éthique sur notre site internet. Merci beaucoup, messieurs. Merci à tous.